Madame la Ministre, merci d'être à nouveau avec nous dans ce grand théâtre pour ouvrir une table ronde cyber des territoires. Alors évidemment, quand on voit le mot territoire et cyber, on se demande s'il n'y a pas une forme d'incongruité. On s'est dit, mais le cyber, il a été conçu par ces pionniers comme étant un espace sans frontières. Et là, vous êtes en train de nous parler de territoire, de réduire un espace géographique. Une innovation qui a été faite pour relier l'ensemble des habitants du monde, 120 000 réseaux autonomes qui sont interconnectés, la toile en quelque sorte. Et pourtant, les territoires ont du sens. Ils ont du sens parce que c'est sur les territoires que tout part et c'est sur les territoires que tout arrive. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de solidarité, quand on parle de cybersécurité, il nous faut impérativement repartir du bas et pour aller vers le haut. Je ne dis pas que le haut vers le bas, la stratégie nationale n'est pas importante, mais il nous faut impérativement enraciner cette stratégie qui n'est pas simplement nationale, qui est européenne, qui est même internationale, avec un certain nombre d'organisations internationales qui ont un rôle moteur en matière cyber. Mais tout ça doit être enraciné dans les territoires, parce que les territoires, ce sont des espaces où on se connaît, on se reconnaît, où on a confiance, où on développe des liens de solidarité. Voilà pourquoi nous avons choisi non seulement d'élargir le forum vers les autres continents, depuis là où le soleil se lève jusque là où le soleil se couche, mais également de descendre sur les territoires, notamment nous le ferons le 22 mai prochain au Creusot, dont le président de la communauté urbaine ici est présent, sera bien sûr le maître de cérémonie. Voilà. Madame la Ministre, je ne dirai pas davantage puisque je vais vous laisser la parole en vous remerciant encore 1000 fois d'être parmi nous et de vous apporter votre regard justement sur ce focus que l'on veut porter sur les territoires. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ravie de pouvoir être là en introduction de cette table ronde, parce que je pense que vous l'avez très justement expliqué. Ce qui se joue en ce moment face à la menace cyber commence bien sûr dans nos territoires. Et donc c'est important que nous en prenions tous ensemble la mesure. Et je crois que l'éclairage que vous ferez et que je sais sera de qualité permettra, je l'espère, à un grand nombre des personnes qui se posent toujours la question de la cybersécurité dans les territoires de trouver un certain nombre de réponses dans l'action qui est la vôtre. C'est donc avec beaucoup de conviction que je prends la parole pour ouvrir cette table ronde consacrée au cyberterritoire. Un terme sur lequel je m'arrête à mon tour un instant parce que je pense qu'il symbolise ce basculement que nous vivons quant à la cybersécurité. La transformation de nos territoires physiques en territoires numériques, exposés à des risques nouveaux, systémiques, multiples, qui exigent des réponses à la fois locales, coordonnées, résilientes. La cybersécurité, ce n'est pas un sujet d'experts. Et je pense que c'est ce qu'on voit très bien quand on se balade ici dans les différents couloirs du FIC. C'est que nous avons beaucoup d'experts en cybersécurité, mais qu'ils s'adressent bien à toutes et tous parce que la menace est de plus en plus diffuse. Et donc, la réponse ne doit pas être cantonnée dans les mains des experts. C'est devenu même un sujet de société. C'est un enjeu imminemment territorial. Car ce sont bien les soignants de nos hôpitaux, les maires, les employés de nos mairies, les employés de nos syndicats d'eau, de gestion des déchets, les professeurs dans nos écoles, les chefs d'entreprise des petites et moyennes structures qui sont aujourd'hui ciblés et qui doivent faire face à cette menace. Ce sont nos services publics, nos chaînes logistiques, nos données personnelles qui peuvent se retrouver bloquées, dégradées, capturées et créer tous les dysfonctionnements que j'ai eu personnellement l'occasion de voir sur le terrain à maintes reprises partout en France. Et les conséquences, elles, ne sont absolument pas virtuelles. Elles sont bel et bien réelles. Elles se traduisent par des interruptions de soins, le désarroi que j'ai pu voir dans le partage d'expériences de certains soignants qui se sont retrouvés dans ce type de situation. Le désarroi que j'ai pu sentir aussi auprès d'agents qui ne pouvaient plus
délivrer les prestations sociales que devrait délivrer leur département. Ce désarroi est, lui, très bien réel et donne non seulement des pertes économiques, mais atteint pleinement la confiance de nos agents qui sont dans les territoires au plus près des citoyens et la confiance des citoyens eux-mêmes dans notre résilience numérique. C'est pourquoi je crois que cette table ronde est absolument fondamentale. Nous le savons, la menace ne fait qu'augmenter. L'ANSSI montrait encore il y a quelques semaines que lors de l'année 2024, la menace a encore augmenté de 15%, 15% de plus d'incidents recensés, près de 12 incidents par jour, et qui concernent bien tout le monde et tous les territoires. Ce n'est plus cette menace l'apanage des grandes structures, des grandes entreprises, des administrations centrales, mais bien celle de nos territoires, puisque 6 attaques sur 10 se dirigent vers des petites structures. Collectivités, associations, entreprises de proximité, tout le monde est touché. Cette menace est donc bien diffuse, constante, et elle ne fait plus de distinction entre des grosses et des petites structures. Et je crois que c'est ça la réalité du terrain à laquelle on est confronté et à laquelle on se doit et on tente de répondre tous ensemble. Je sais, j'ai échangé avec un certain nombre de petites structures qui, une fois attaquées, nous disent « mais pourquoi moi, je n'avais pas particulièrement de données sensibles ou je n'étais pas sur un segment particulier, je viens d'une toute petite commune ». Mais justement, la menace s'étant propagée et étant de plus en plus diffuse, c'est bien les territoires au plus près de nos concitoyens qu'il faut protéger. C'est ce que nous tâchons de faire avec le projet de loi Résilience que je porte en ce moment, qui a été adopté au Sénat le 12 mars dernier, qui arrivera à l'Assemblée nationale dans quelques semaines, et qui vise à accompagner ce changement d'échelle de la menace, à encadrer 15 000 entités stratégiques au fonctionnement de notre nation, dans des secteurs que j'ai cités, la santé, l'énergie, la gestion des déchets, l'eau, afin de passer dans cette logique absolument fondamentale de résilience, d'anticipation, de mise en place de processus, de formation aux compétences pour que nos entités puissent être ce maillon de confiance dont nous avons tellement besoin dans nos territoires. Je le disais, j'ai eu l'occasion de me rendre dans plusieurs territoires touchés par ces crises. Je pense notamment aux soignants que j'ai rencontrés à l'hôpital d'André Mignot, dans les Yvelines, la Chambre de commerce de Lille, le conseil départemental du Loiret. À chaque fois, j'ai vu la même tension, la même sidération face à ces attaques, mais aussi, et je crois que c'est ce qui nous occupe ici, la même capacité à rebondir. Car c'est ça ce que nous voulons absolument faire, et je crois là où nous avons plus que jamais besoin de collectif, et c'est pourquoi l'action que mène le FIC est absolument fondamentale, et le fait que vous abordiez ce sujet l'est tout autant. C'est ça la résilience. C'est notre capacité collective à construire une réponse, anticiper, se protéger, réagir et se relever. Pour cela, 3 leviers sont indispensables, mais je pense que vous aurez l'occasion d'en discuter. D'abord, la montée en compétences. Nos élus locaux, nos agents publics, nos dirigeants de PME doivent pouvoir être formés, guidés, accompagnés. Et je crois que beaucoup d'acteurs, certains étant représentés ici, font un travail formidable d'accompagnement. Je pense, en espérant n'oublier personne, bien sûr, au rôle de l'ANSSI, de la gendarmerie, du ComCyber, des CERT régionaux, de toutes les fédérations qui, professionnelles, associations d'élus, accompagnent les entités ciblées dans cette préparation, dans cet accompagnement. Deuxièmement, la coopération, je l'ai dit, je pense que ça ne peut pas être un enjeu isolé, la cybersécurité. Cela doit être pensé comme une stratégie absolument partagée entre l'État, les collectivités, les entreprises, où chacun a son rôle à jouer. C'est cette logique de chaîne collective que nous devons plus que jamais mettre en œuvre, et je crois que vous appuyez ici, aujourd'hui, au FIC. Et enfin, et j'y tiens, tout particulièrement, la valorisation. J'entends notamment plus près du terrain, dans certaines petites structures, des petites collectivités, que la cybersécurité peut encore être vécue comme une contrainte. C'est un investissement supplémentaire, il faut trouver des compétences, il faut ajouter cette ligne budgétaire parfois sur des finances que nous connaissons. Mais pourtant, je suis convaincue, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, que se préparer, c'est la meilleure des choses à faire d'un point de vue économique, ça je crois que tous les chiffres le montrent, mais que surtout, la sécurité numérique
est un atout très important dans le monde dans lequel nous vivons. Pour nos services publics, bien sûr, cette question de confiance dont je parlais, pour notre attractivité économique, pour notre tissu industriel, c'est un critère de confiance, un argument commercial, et c'est d'ailleurs la logique aussi que nous avons impulsée avec le soutien de l'ANSSI dans le projet de loi résilience, celui de valoriser les entités qui seront en conformité, un vecteur d'autonomie stratégique en sorte. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire de chaque territoire un acteur à part entière de la cybersécurité nationale. C'est une chance, une responsabilité bien sûr, mais je crois que les échanges de cette table ronde pourront nous aider à faire émerger toujours plus de pistes concrètes, utiles à tous, pour renforcer la cyber-résilience de notre nation. Je vous remercie. Bien, merci Madame la Ministre pour ces propos introductifs qui montrent tout l'intérêt que nous avons au regard des territoires. Les territoires ne sont pas, je dirais, des réductions d'un espace plus vaste, mais des points de départ et des points d'arrivée, des points d'impact sur lesquels nous devons porter tout notre regard. Alors, c'est une table ronde qui, je l'espère, sera plus un happening qu'une succession d'interventions comme on a l'habitude. Mais bien sûr, chacun va s'exprimer pour présenter ses idées ou ses axes de réflexion, de travail. Mais je souhaite que chacun des intervenants puisse éventuellement réagir aux propos précédents, ainsi de suite. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Amel Gacquerre, qui est sénatrice du Pas-de-Calais. Alors, elle est à la fois élue de la nation, par son vision macro, et puis elle est aussi enracinée dans les territoires, dans son département du Pas-de-Calais. Donc, c'est intéressant d'avoir ce regard, je dirais, à deux échelons. Et donc, merci infiniment, Madame la sénatrice, d'être parmi nous. Olivier Darazon, qui est à côté, est un complice du forum, de notre forum, puisque, outre le fait qu'il est président du campus Euromède, il a été ancien député, ancien président de l'IHEDN, mais aussi enfin président de CUS, la compagnie européenne d'intelligence stratégique, qui était en quelque sorte l'incubateur, quand je dis l'incubateur, le développeur de ce forum quand il a repris sa deuxième version à partir de 2012. Donc merci Olivier Darazon d'être parmi nous. David Marty, président de la communauté urbaine Creusot-Monceau. Alors sa présence n'est pas neutre parce que d'abord c'est un fidèle du forum et pour lui montrer combien sa fidélité va être récompensée, nous irons le 22 mai prochain pour le premier forum InCyber des territoires. Le premier forum InCyber des territoires au Creusot, et je pense que David Marty vous dira pourquoi on va le faire au Creusot. Moi, je pourrais vous le dire aussi, parce qu'en fait, pour construire un forum sur un territoire, il faut la réunion de deux volontés. Eh bien, ces deux volontés vont se conjuguer le 22 mai prochain. Je salue Vincent Poulbert, qui est CEO, PDG de Cizrim, et il va surtout nous parler de la formation, parce que un territoire sur lequel il n'y a pas de compétences, c'est un territoire qui ne vit pas, c'est un territoire qui va dépérir. Or, la compétence, la formation, c'est le b.a.-ba. On peut faire tous les discours qu'on veut sur la cybersécurité, commençons par créer les compétences. Je salue tout particulièrement Lénigue Pédron. Pourquoi? Parce que Lénigue est directrice de Trust Valley. Trust Valley, c'est un ensemble territorial qui va de Genève à Lausanne. Et là, on a vraiment un modèle tout à fait intéressant. Alors, elle est là d'abord parce que c'est intéressant au titre du benchmarking. Comment fait-on, regarde-t-on ce que font les autres? Mais moi, je pense aussi qu'il faudra un jour qu'on raisonne notre territoire transfrontalier. Parce que, pour construire un forum sur un territoire, il faut la réunion de deux volontés. Et donc, merci Olivier Darazon d'être parmi nous. Je salue Vincent Poulbert, qui est CEO, PDG de Cizrim, et il va surtout nous parler de la formation, parce que un territoire sur lequel il n'y a pas de compétences, c'est un territoire qui ne vit pas, c'est un territoire qui va dépérir. Or, la compétence, la formation, c'est le b.a.-ba. On peut faire tous les discours qu'on veut sur la cybersécurité, commençons par créer les compétences. Je salue tout particulièrement Lénigue Pédron. Pourquoi? Parce que Lénigue est directrice
Parce que, vous savez, il y a que le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière, mais le reste, le cyber, il ne s'arrête pas à la frontière. Il y a peut-être des actions à mener de manière transfrontière, même si on n'a pas une frontière commune, même si le rayonnement du Creusot va largement atteindre les frontières suisses, j'en suis certain, on peut envisager. Et puis, le dernier intervenant, mais quand je dis le dernier dans l'ordre de présentation, David Flotta. David est un ancien responsable de la formation cyber à l'IHEDN, et David est aujourd'hui en charge de la proximité au sein de l'Union nationale, de l'unité nationale cyber de la gendarmerie nationale. Et quand nous étions au Creusot il n'y a pas très longtemps, pour préparer ce forum, beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectivités territoriales nous disaient au secours, au secours. Alors au secours, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je suis confronté à un problème, vers qui vais-je me tourner? Qui est mon sauveur de proximité, mon sauveur du dernier kilomètre? David, avec vous, on va en savoir davantage. Voilà, vous avez compris, un panel très diversifié, mais très complémentaire. Et ce que je souhaite, c'est qu'on ressorte d'ici en disant, voilà, je comprends à peu près ce que ça veut dire un territoire, je comprends quelles sont les actions qu'il faut qu'on mène, quelles sont les organisations qu'il faut qu'on adopte, et comment peut-on rapprocher la cybersécurité du citoyen. Madame la sénatrice, puisse vous demander, vous qui êtes élu national et aussi élu territoire, comment voyez-vous cette idée? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette idée-là répond à une question, à une demande, à un appel venant du terrain? Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette invitation. Et moi, je suis ravie de participer à cette table ronde, au panel quand même extrêmement diversifié. J'interviens, pourquoi? Et c'est comme ça que vous êtes venu vers moi, mon général, parce qu'il y a quelques semaines, notamment au moment du Forum international sur l'IA, nous avions, en tout cas au Sénat, présenté toute une série de rapports, plus précisément sur l'IA et l'impact de l'IA sur les services publics, et bien sûr forcément la question de la cybersécurité a fait partie en tout cas des éléments que nous avons eu l'occasion d'évoquer dans le cadre de ces rapports. Alors à votre question, et Madame la Ministre finalement a déjà, j'ai envie de dire, planté un peu le décor, qui est de dire est-ce que ça répond vraiment à une attente dans les territoires? Évidemment oui, alors je suis en effet élue de la Nation, je suis également conseillère régionale, j'ai été pendant 17 ans adjointe au maire, donc une vraie élue locale avec un parcours qui me permet de bien appréhender en tout cas cette notion de territoire et de besoin. Donc oui, bien sûr que ça répond à une vraie demande. Et au travers de tous les travaux qu'on a pu mener en fait au Sénat, on le sait, ce qu'on a en tout cas essayé de mettre en avant, c'est l'impact et surtout la transformation en profondeur des territoires grâce justement au cyber, à l'intelligence artificielle, parce que je vais souvent parler de cela, parce que ça fait encore une fois partie des éléments que nous avons pu élaborer dans le travail. Donc, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est ça, c'est cette transformation en profondeur dans les territoires, par les acteurs du territoire. Et on se rend compte aujourd'hui que nous sommes en pleine transformation, mais que nous n'en sommes aussi qu'au balbutiement, et donc à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent quand nous en sommes au balbutiement, c'est-à-dire toutes ces questions, tous ces besoins, toutes ces interrogations par les acteurs, mais aussi par les citoyens sur ces sujets-là, et donc une vraie nécessité de le mener aussi au sein des territoires, par les acteurs des territoires, et pas que les acteurs publics, mais également les acteurs privés. Et c'est en cela que je trouve cette table ronde intéressante. Ben merci beaucoup. On voit effectivement qu'il y a beaucoup de demandes. Il faut maintenant les fédérer, les catalyser. Et je pense que c'est... Nous, on dit qu'on est dans un forum InCyber, on devrait être dans un mouvement InCyber, parce que nous sommes dans un mouvement. David Marty, alors, j'ai expliqué en ouverture combien nous étions heureux d'aller vers vous au mois de mai pour ce premier forum InCyber des territoires au Creusot. Alors, le Creusot, bien sûr, pour beaucoup, ça évoque un territoire d'industrie ancienne avec des cheminées, avec des presses, et puis des laminoirs, et puis peut-être une forme de déclin de l'industrie. C'est pas ça du tout. Alors, racontez-moi, pourquoi vous avez une ambition pour faire du Creusot la Silicon Valley de la Bourgogne? Ah, c'est bien dit. C'est vrai qu'on porte cette ambition. C'est déjà un petit peu le cas, d'ailleurs.
mais parce que nous sommes sur un territoire industriel, un des plus importants au niveau national, avec des grands groupes nationaux, internationaux, c'est-à-dire qu'il y a eu cette mutation qui s'est faite à un moment donné, d'abord par la volonté politique, et puis ensuite par les acteurs eux-mêmes, de passer d'une mono-industrie à une industrie complètement diversifiée, qui agit sur plusieurs champs, avec des grands groupes comme, je vais en citer quelques-uns, mais je ne pourrais pas tous les citer, mais ça vous donne quand même une petite idée. Framatome, dans le domaine nucléaire. Nous avons Alstom, qui fabrique les bogies de TGV au Creusot. Nous avons Michelin, qui est tout à côté à Monceau, qui fabrique les grands engins, les grands pneumatiques pour les engins militaires et pour les engins de chantier. Nous avons Baker Hughes, anciennement General Electric, sur les turbines et les compresseurs, et qui ont été les inventeurs du premier compresseur décarboné. Nous avons Safran, qui fabrique les moteurs d'avion, le fameux moteur LEAP pour Airbus et Boeing. Voilà, et je pourrais continuer parce que nous avons là tout un tissu industriel basé sur l'innovation, et c'est ça qui rend aussi cette industrie très forte. Ça rejoint le sujet de cybersécurité, c'est-à-dire avec des laboratoires de recherche publics, privés, une université qui travaille de plus en plus en collaboration avec nos industries, dans la recherche notamment, des start-up qui arrivent de plus en plus, je vais en citer une, Jimmy, labellisé par l'État, soutenu par l'État pour fabriquer les SMR, les fameux petits réacteurs nucléaires, etc., etc. Donc nous sommes sur un tissu industriel, vous voyez sur la carte, nous sommes entre Paris et Lyon, à 1h15 de Paris en TGV, à 40 minutes de Lyon, donc très, très bien desservi par la voie ferrée, mais aussi par la route. Nous sommes ce qu'on appelle un territoire connecté, parce que nous avons voulu que ce territoire soit connecté à la fois par les infrastructures, mais aussi un smart territoire. Le smart territoire, c'est-à-dire d'être de plus en plus dans la connectivité, à la fois pour la population, mais à la fois pour nos industries, notre économie locale, en déployant la fibre depuis bien des années, en devenant très bientôt un territoire avec la 5G pour nos industries notamment, et pour être innovant sur tous les sujets, les déchets par exemple, comment on arrive à mieux traiter les déchets au travers de cette innovation. On a d'ailleurs une start-up qui est en train de travailler à Ebengo, que vous connaissez bien mon général, notre technopôle, qui travaille sur un sujet d'ailleurs lié à la sécurité, avec tout ce qui touche au protoxyde d'azote, puisqu'on voit bien que c'est un problème aujourd'hui chez nous, sur les chaînes de tri. Quand vous avez des bonbonnes de protoxyde d'azote, ça explose et ça met le feu à toute la chaîne de tri et à toute l'usine. Eh bien, la start-up est en train de travailler pour extraire ce genre de produits. Et donc, tout naturellement, notre territoire qui se veut innovant, tourné de plus en plus vers l'innovation, l'industrie 4.0, 5.0, on est absolument, je dirais, légitime pour porter aussi cette voix des territoires, pour dire la cybersécurité, nous, c'est notre quotidien, ça doit être notre quotidien, et nous devons nous préparer à être le plus efficace possible. Nous avons eu sur le territoire des villes qui ont été atteintes très sévèrement, je pense à Monceau, pas très loin de chez nous, Chalon-sur-Saône, avec des conséquences terribles. Et nous avons cette industrie qui travaille énormément sur la souveraineté nationale, on parle beaucoup de souveraineté, quasiment toutes les industries que j'ai citées tout à l'heure, et j'en ai oublié, travaillent pour la défense. Donc toute la production, ou une partie de la production à certains moments, c'est la défense. Imaginez si ces entreprises étaient attaquées à un moment donné, les conséquences que ça pourrait avoir, surtout dans la période actuelle quand on parle de défense. Ben merci, Monsieur le Président. Je crois que c'est intéressant en regardant la carte. Bon, son positionnement, vous voyez qu'on n'est pas très loin de la Suisse. On va vous rejoindre bientôt par déplacement. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que autour de la communauté urbaine de Creusot-Monceau, il y a d'autres communautés de communes que vous associez souvent et qui sont plutôt rurales. Et ça me paraît très intéressant parce que on voit comment un territoire urbain peut avoir avec les territoires périphériques ruraux des synergies tout à fait inattendues, tout à fait intéressantes. Oui, oui, bien sûr, il faut absolument aussi s'ouvrir aux territoires qui sont autour de nous parce que tout est, vous l'avez dit,
Tout est connecté, interchangeable, et puis il n'y a pas de frontières, quoi. Et donc, nous avons autour de nous également d'autres territoires. Et d'ailleurs, nous avons créé quelque chose interterritoire qui est très fort, très puissant. Ça s'appelle Territoire Bourgogne Industrie, où nous avons 5 territoires, dont la métropole de Dijon, avec nous au sein de Territoire Bourgogne Industrie. Nous avons l'Autunois, le Charolais, avec des diversités industrielles, mais aussi Arroux, Somme et Loire. Et donc, nous avons décidé de créer ce Territoire Bourgogne Industrie qui est parmi les 3 plus grands territoires Bourgogne Industrie et parmi les 3 plus grands territoires industriels en France, 1,5 million d'habitants quand même, et puis un pôle industriel très varié, et notamment avec la métropole de Dijon qui nous a rejoints sur des sujets agroalimentaires, recherche au niveau médical, etc. Donc ça a été une volonté de dire il faut qu'on travaille ensemble. C'est vrai sur les sujets de cybersécurité notamment, et c'est pour ça que le forum InCyber au Creusot intégrera ce territoire Bourgogne Industrie. Absolument. Donc en fait, pas de cybersécurité, pas d'innovation, c'est une des conséquences, une des conditions de l'innovation, du développement des territoires. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Et on voit bien que vous allez rayonner bien au-delà, puisque vous allez jusqu'à Dijon. L'ENIG, alors, on va avoir aussi une carte, parce que la carte de l'ENIG est aussi intéressante pour montrer justement l'arc lémanique, comment, voilà, alors, on va peut-être l'avoir, parce que nous l'avons ici, voilà, Trust Valley. L'ENIG, à vous. Alors, ça serait intéressant que vous réagissiez après par rapport à ce qu'a dit le président. Est-ce que vous voyez des points de convergence? Est-ce que vous voyez des choses auxquelles on pourrait nous penser pour développer davantage cette action que nous menons auprès de la communauté urbaine de Creusot? L'ENIG. Première chose, je dois dire qu'on parle de territoire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir parler effectivement de ce que nous faisons en Suisse. Donc première chose, je vois que nous sommes voisins. Et voisins avec une frontière extrêmement poreuse, donc qui peut nous permettre déjà effectivement d'échanger sur ce que nous faisons aujourd'hui dans la Trust Valley. Donc nous parlons de confiance numérique, donc Digital Trust, et de cybersécurité, ou encore, quand on parle plutôt du secteur privé, d'économie de la confiance. Donc on est un petit peu plus large que ce domaine de la cybersécurité. La Trust Valley a été créée il y a quelques années sur ce territoire régional. Aujourd'hui, on est étendu aussi à la Suisse. La Suisse est un très petit pays, donc de fait, avec 4 langues en fait fédérales, donc nationales, et donc l'italien, l'allemand, et ici vous avez la partie suisse romande, donc française. Donc rapidement, on s'est étendu au niveau suisse. Mais également, on travaille beaucoup avec l'international. Donc, nous avons été amenés, obligés. Enfin, c'est la première étape vis-à-vis de toutes les entreprises, toutes les organisations qui sont en Suisse, c'est d'aller travailler vers l'étranger, vers l'international. Donc, aujourd'hui, vous pouvez voir ici un maillage qui est intéressant. Vous voyez des lignes de métro, parce que finalement, nous sommes à 1 heure, moins d'1 heure les uns des autres, et ça, c'est très important. Parce que la proximité, ça permet de se voir, ça permet d'échanger, de se connaître, et également, il y a vraiment quelque chose qui fait la différence, parce qu'on s'est posé la question de savoir, est-ce que ça faisait du sens, finalement, de créer une verticale, c'est-à-dire une entité dédiée à la confiance numérique et à la cybersécurité. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez effectivement exprimé, monsieur. C'est qu'il y a des dizaines d'années d'investissement, des centaines de millions qui ont été investis par des entreprises. Je pense par exemple à une entreprise qui est ici, qui s'appelle Kudelski Security, mais également à une autre qui s'appelle SICPA, qui est le leader mondial de l'encre sécurisée de billets de banque, donc qui a quasi tous les pays, donc tous les billets, l'euro, etc., ont leur technologie, très discret, et qui ont créé justement un campus du côté de Lausanne. En fait, vous avez 2 grands pôles sur cette carte, qui sont le premier, un poumon académique
technologique avec l'école polytechnique de Lausanne, qui est donc dans le top 10 mondial des écoles scientifiques, mais pas seulement. Nous avons également des écoles comme l'IMD, l'Université de Lausanne, etc. Donc on a vraiment ce poumon technologique. Et deuxième chose, du côté de Genève, donc canton et république de Genève, nous avons toute cette partie de la Genève internationale qui fait que nous avons un positionnement tout de suite mondial. Donc c'est cette force et le fait d'avoir aussi cette démocratie directe. En général, vous avez parlé de ce côté bottom-up et top-down, donc centralisation. Vous n'êtes pas sans savoir que la Suisse est complètement à l'inverse de la France sur ces thématiques et sur notre façon de fonctionner, notamment avec la démocratie directe. Je dois dire qu'au niveau des territoires, les territoires ont une puissance de feu. Je travaille notamment avec un canton qui s'appelle le canton de Vaud, qui est une vraie machine de guerre économique. Oui, merci. Vous avez fait une comparaison entre la France et la Suisse. C'est intéressant parce qu'on se rejoint. En France, on était très centralisé et on a tendance à aller de plus en plus sur le territoire. Et vous, vous étiez très décentralisé et vous avez peut-être tendance, ne serait-ce que du côté du cyber, de développer un peu plus les institutions fédérales. Non, je me trompe? Nous avons un office fédéral depuis l'an passé, mais je dois dire que la puissance reste dans les régions, donc dans les cantons. Ouais. Alors ce qui est intéressant dans votre cas, c'est qu'on voit bien le mariage entre la formation de haut niveau, hein, bien sûr, Lausanne, le PFL, c'est pas une petite université, c'est une très grande université qui est une référence non seulement suisse, mais également française et mondiale. Hein. Et donc ça, je crois que le lien entre la formation et le développement des territoires est un élément essentiel. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Monsieur le Président de Euromède, alors comment, par rapport à ce que vient de dire le Président Marty et ce qu'a dit Lydie Pedron, comment vous situez le campus Euromède sur un territoire qui est celui des Bouches-du-Rhône? Et donc, comment vous situez-vous? Est-ce que vous voyez des éléments de ressemblance ou bien des caractéristiques particulières? Vous me direz que c'est normal, tous les territoires se distinguent les uns des autres et doivent épouser leur réalité sociale, géographique, politique, économique. Mais voilà, comment voyez-vous le Euromède dans cette vision territoriale des choses? D'abord, mon cher Marc, je suis tellement heureux de vous retrouver. Vous avez dit que nous sommes complices. Vous savez que, en bon juriste que vous êtes et ancien gendarme, le complice encourt la même peine que l'auteur principal de l'infraction. Nous avons fait comme infraction de créer ce FIC et avec la CEIS, et dont je salue les équipes et le président Guillaume Tissier, où nous avons, entre 1997 et 2017, à la fois élaboré une théorie sur le Conseil de souveraineté et que nous avons donné des preuves à travers l'Université de la Défense, où le FIC, aujourd'hui, qui s'est étendu considérablement. Effectivement, moi je crois que j'apprends beaucoup de ce que viennent de dire mes voisins. Je suis rassuré d'ailleurs qu'il y ait d'autres territoires autour de la Bourgogne qui ne font pas l'industrie, parce qu'il me semble qu'il y a aussi une production extraordinairement importante dont vous n'avez pas beaucoup parlé, probablement parce que c'est RGPD ou un truc, c'est quand même votre production essentielle dont vous êtes un grand connaisseur, le vin. Et je suppose que là aussi, il y a des problématiques de cybersécurité. Nous sommes un jeune campus cyber, puisqu'il a été à peine inauguré au mois de novembre dernier. Vous y étiez, je vous en remercie. Il a été fait après que le campus cyber Région Sud ait été créé, qui est davantage une sorte de parapluie, en quelque sorte, du nombre tutélaire de la Région Sud et de son président Renaud Muselier. Et nous, notre territoire, c'est celui des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, c'est quand même la deuxième métropole française, la plus étendue, 5 fois plus étendue que la métropole parisienne, point de vue dimension. Et quelque part, nos forces sont aussi nos vulnérabilités. Nos forces, elles sont aussi d'être un grand hub industriel considérable,
50% du PIB des Bouches-du-Rhône est industriel, avec de l'aéronautique, avec de l'industrie, Grand Port de Fos, avec également de la microélectronique, ST Microélectronique. Donc il y a une force industrielle très forte, très importante. Nous avons aussi un espace et un hub numérique considérable, puisque nous sommes le 5e hub européen de ce point de vue-là, avec les data centers, notamment sur le port de Marseille, qui sont en plein développement avec les problématiques énergétiques que vous supposez. Nous sommes aussi le 5e hub mondial de connectivité, puisque les câbles sous-marins arrivent à Marseille. Et quand vous regardez une carte, je n'ai pas pensé à vous l'apporter, mais elle est extrêmement significative. Vous voyez bien à quel point il peut y avoir des vulnérabilités et en même temps que c'est une chance considérable, puisque précisément les entreprises viennent s'installer là. C'est un hub également portuaire considérable à travers non seulement le grand port maritime de Marseille, qui est à la fois les bassins est, mais les bassins ouest autour du port industriel de Fos, et avec des développements aujourd'hui très importants en matière d'énergie, notamment d'énergie photovoltaïque. Et puis c'est aussi un hub important en matière de santé, et d'université aussi. AMU, Aix-Marseille Université, est la première université francophone au monde. Et donc il y a là à la fois des forces, on le voit bien, mais des vulnérabilités. Vulnérabilités qui sont pas simplement celles dans lesquelles les grandes entreprises ont depuis longtemps, quand on s'appelle Airbus, Airbus Hélicoptère, première entreprise ou Naval Group, naturellement, ils ont une capacité extrêmement forte pour se protéger, mais ce sont la problématique des sous-traitants. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important parce que les sous-traitants, c'est autant de portes, non pas dérobées, mais ouvertes, qui peuvent l'être s'il n'y a pas cette formation sur ce point. Et donc, pour résoudre ces sujets, nous avons décidé d'aller vite, d'être pragmatiques et d'être concrets. C'est-à-dire que nous avons créé 5 radiales qui sont autant d'axes dans lesquels nous travaillons et nous rassemblons ces grandes industries dont nous parlons. La radiale maritime, naturellement, avec CMA, CGM, naturellement, vous pensez, avec le Grand Port Maritime, et avec un peu plus loin Naval Group et la Marine nationale, qui sont importantes, et sur lesquelles nous allons structurer toute une série d'actions dont nous reparlerons tout à l'heure. Nous avons aussi la radiale industrielle, dont je parlais tout à l'heure, avec cette grande importance. Et avec, bientôt, nous allons organiser des campus déconcentrés avec les entreprises et leurs sous-traitants. Nous allons également développer une radiale sur la santé. Compte tenu, nous avons plusieurs attaques récentes sur les hôpitaux. Et là, avec l'ARS, nous allons développer un certain nombre de projets extrêmement concrets, là aussi, de formation et puis également de mutualisation. Et puis, nous avons également une radiale énergie, à travers naturellement EDF, à travers Total, extrêmement présent. La pétrochimie est considérable, mais également avec toutes les nouvelles énergies, la prochaine installation de la première entreprise de fabrication de plateaux photovoltaïques français. Donc autour de ça, nous s'appelons Euromed. Euromed, ça veut dire la Méditerranée. Et c'est notre 5e radiale, en quelque sorte, celle qui environne tout le monde. C'est de se dire que nous sommes aussi une porte ouverte et accueillante, mais en même temps se développer autour de ce point-là. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons un grand projet dont on parlera tout à l'heure, pour pouvoir précisément, à travers cette radiale, adresser le monde méditerranéen qui nous entoure et dont nous sommes le premier port et la première porte. Oui, c'est intéressant parce que dans votre description, on voit bien l'influence maritime et à la fois ce qui vient de la mer et ce qui part vers la mer avec l'environnement méditerranéen. Donc merci pour cette présentation. Vous voyez qu'en fait, quand on regarde tous les 3 projets, enfin pas de projets, mais toutes les 3 réalisations, il y a une question qu'on peut se poser, c'est privé, public, public-privé. Est-ce que vous sentez, vous, la nécessité de renforcer les liens avec les acteurs publics? Moi, j'ai toujours pensé, c'est pour ça que j'ai créé le forum ici, l'État seul ne peut rien, le privé seul ne peut rien.
les deux ensemble peuvent beaucoup. Donc, est-ce que vous avez, au travers de vos 3 expériences, soit une réelle coopération publique-privée, soit un vrai besoin de coopération publique-privée à développer? Pour ce qui nous concerne, nous sommes une SAS, une société privée, avec de grands parrains, Unitel, avec principalement avec CMA-CGM, avec Aéroport de Marseille, qui est une entreprise pour le coup publique, et également avec la Française des Jeux. Donc vous voyez, on voit bien les problématiques de vulnérabilité. Mais nous sommes aussi intimement liés, nous sommes au cœur de Euromed, à côté de CMA, à côté de la tour marseillaise qui est celle de la métropole. C'est 2000 mètres carrés, totalement dédiés au campus. Nous accueillons un certain nombre d'entreprises, nous accueillons un certain nombre également d'initiatives. Nous travaillons avec la gendarmerie nationale, nous travaillons également avec la métropole, avec la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, de ce point de vue-là. Donc, et la métropole, par exemple, est en train de nous inciter à dire travailler avec les mairies. Faites en sorte que les mairies qui ont des vulnérabilités, etc. Alors, naturellement, il y a les CSIRT qui existent, etc. Mais fondamentalement, ce lien entre la métropole, Euromed et les mairies, l'ensemble des mairies des Bouches-du-Rhône, sont nécessaires parce qu'elles-mêmes se retrouvent souvent dans une, vous le connaissez bien puisque vous avez été élu local, dans une sorte de désarroi quand d'un coup l'ensemble des services sont coupés, dans le coup il n'y a pas forcément une réactivité immédiate, il faut déjà se préparer directement, se préparer à la crise. Nous développons nous sommes en train de développer des salles de crise et des cellules de crise, savoir comment réagir, faire des entraînements. Le training est extrêmement important. Nous avons souvent fait ce training ici, au FIC et à la Tour Montparnasse, au CIS à l'époque. Eh bien, nous allons reproduire cela, à la fois pour que ce soit concret et pour que quelque part on puisse montrer qu'est-ce que c'est qu'une interruption de service, qu'est-ce que c'est la façon comment peut-on réagir et comment peut-on associer l'ensemble des autres forces qui sont autour. Oui, je vois que les petits, si je peux dire, enfin les petits, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre tout seuls, ont plutôt tendance à frapper à votre porte. D'ailleurs, c'est le problème qu'on retrouve partout, y compris à la communauté urbaine du Creusot-Monceau. Quand on s'est réunis le 3 décembre dernier, les petites communes, les petites entreprises disaient « Est-ce que vous êtes capable de m'apporter une réponse, une plateformisation de la réponse ?» Alors, est-ce que c'est le formule campus? Est-ce que c'est une formule ad hoc? Lénique, est-ce que vous avez... Alors, je sais bien que vous allez dire que l'organisation de la Suisse n'est pas la même, c'est cantonal. Est-ce que vous avez justement des relations fortes avec les structures, j'allais dire étatiques, cantonales, par rapport à votre activité de Trosvalet? La Trosvalet a été créée à l'initiative des départements de l'économie, donc des ministères de l'économie, des cantons. Donc de plusieurs cantons. Donc oui, extrêmement fort. En revanche, effectivement, la Suisse est complètement décentralisée, et culturellement, je pense, le restera. De fait, nous travaillons vraiment avec le secteur privé. Et aujourd'hui, ce que nous voyons de par ce qui se passe aussi au niveau international avec l'administration Trump, etc., c'est que notre modèle, notre business model aussi fonctionne, puisque nous travaillons vraiment pour le secteur privé pour apporter, que ce soit du jeune projet de la start-up, la scale-up, la PME, PMI et également les grands groupes, une valeur. Et dans ce cadre-là, le fait d'avoir une plateforme neutre avec l'intervention légère, on va dire, le soutien du secteur public, le soutien et la mise en place vraiment d'outils particuliers par les académiques pour le secteur privé, c'est à ce moment-là qu'on fait vraiment face à un développement économique qui permet vraiment à une industrie de naître et de se développer comme nous le voyons aujourd'hui dans la Trosvalet. Alors David Marty, vous êtes un acteur public et on voit bien qu'aujourd'hui l'acteur public est obligé et va naturellement vers les acteurs privés parce qu'on ne peut pas imaginer le développement harmonieux d'une collectivité territoriale s'il n'y a pas ce mariage public-privé et aussi quand même.
quel est votre rapport avec l'État? Bon, j'ai cru comprendre à chaque fois que je suis venu vous voir que le préfet ou le sous-préfet était souvent présent et approuvait. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut élargir d'un côté, élargir de l'autre, renforcer? C'est le facteur de réussite et d'avenir, c'est celui-là. Moi, il y a longtemps, et vous le savez, que je défends l'alliance publique-privée. D'ailleurs, nos plus belles réussites sur le territoire sont des réussites parce qu'il y a eu la puissance publique alliée à la capacité du privé et dans un rapport de confiance. Et c'est comme ça qu'on réussit. D'ailleurs, toute la réindustrialisation qui s'est faite sur notre territoire, elle s'est faite sur cette base-là, à la fois avec l'État, avec l'Europe aussi, mais aussi avec des collectivités comme la région, la communauté urbaine. Vous disiez, le public doit aller vers le privé, mais c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire que de plus en plus, le privé se tourne vers la puissance publique. Parce qu'ils ont bien compris qu'ils ont besoin de la puissance publique. Vous savez, aujourd'hui, quand une entreprise veut s'installer, nous, on a le cas, et vous connaissez bien notre territoire, il n'y a pas simplement l'aspect financier. C'est bien de faire des financements France 2030, c'est très très bien, et beaucoup en ont bénéficié, mais ce n'est pas suffisant. L'affaire du foncier, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est la puissance publique qui, petit à petit, dans un rôle qu'elle a à jouer de facilitateur vis-à-vis des services de l'État, notamment, et la communauté urbaine accompagne de manière 360 les entreprises, eh ben parce qu'il y a les zones humides, parce qu'il y a la faune et la flore, et qu'à chaque fois qu'une entreprise vient s'installer, il faut lever des barrages, il faut surmonter des difficultés. Et ça, c'est la puissance publique qui accompagne le privé. Quand vous avez, comme sur notre territoire par exemple, une dynamique économique industrielle extrêmement forte, il y a des défis à relever, les défis du service public par rapport aux personnes qui viennent travailler de plus en plus sur le territoire, des défis de mobilité, des défis qui sont liés à l'attractivité même, et puis des défis pour les entreprises liés au recrutement. Et les entreprises seules, aujourd'hui, quand il y a une dynamique aussi forte, elles ne s'en sortent pas toutes seules pour les recrutements. Ça veut dire que la puissance publique, en l'occurrence la communauté urbaine, se met en situation de recruter un chargé de mission spécial pour accompagner les personnes qui souhaitent venir travailler. Donc, elles accompagnent les entreprises, l'emploi du conjoint, le logement, la crèche, etc. Ça, c'est la communauté urbaine qui le fait pour les entreprises. Donc vous voyez, il y a tout un accompagnement qui fait que nous créons un écosystème qui est vertueux et qui est collaboratif et où on peut travailler ensemble. Donc opposer le public et le privé est un non-sens de plus en plus, et il faut absolument que la puissance publique soit aux côtés du privé et qu'inversement le privé bien fasse confiance aussi à la puissance publique. Et c'est comme ça qu'on réussit, et c'est comme ça que nous sommes en train de réussir sur le territoire, bien entendu. Merci beaucoup. Madame la sénatrice, quel est votre regard, avant qu'on parle d'intelligence artificielle, sur ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous, en tant que sénatrice du Pas-de-Calais, vous retrouvez des éléments parfaitement transposables au Pas-de-Calais, ou que le Pas-de-Calais a déjà mis en œuvre depuis longtemps et qui rejoint un petit peu cette problématique des territoires? Je trouve que là, on a une démonstration concrète au travers des initiatives dans les territoires, des indicateurs, des conditions de réussite, en fait, de réussite collective. C'est ça, c'est ce travail partenarial entre public, on parle de public et privé. Encore une fois, vous avez évoqué la notion de décentralisation, on a évoqué... Donc, là, on comprend bien et concrètement que si on ne travaille pas main dans la main entre partenaires publics et privés, de toute façon, on n'y arrive pas. C'est vraiment une condition de réussite à part entière. Il y a un élément, par contre, qu'on n'évoque pas, c'est le citoyen lui-même. Le citoyen qui, lui aussi, a sa part là-dedans. Et donc, ce qu'on est en train de dire, là, c'est cette appropriation, finalement, collective que nous devons en fait avoir face aux risques cyber, mais pas que, pour ces dynamiques en fait qu'on doit emmener encore une fois collectives. Alors est-ce que nous sur le département du Pas-de-Calais on retrouve ces éléments-là? On a ces initiatives aujourd'hui territoriales. Moi je suis issue de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, une belle agglo dans laquelle on parle de territoire d'industrie, dans laquelle on a une dynamique aussi territoriale très forte, hein, vous le savez, sur les Hauts-de-France avec les différents sujets de Gigafactory, et donc
donc forcément, oui, je m'y retrouve. Et plus que ça, c'est encore une fois, enfin voilà, quand vous posez la question de savoir est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'il faut, c'est plus que un devoir, encore une fois, que de fonctionner de façon collective. Alors, merci beaucoup. Je vous ai demandé de venir aussi parce que vous avez publié récemment un rapport sur l'IA et les territoires, les collectivités territoriales. Alors là, on n'est plus dans l'organisation des structures, mais on est vraiment dans les outils. Et est-ce que ces outils, comme l'IA, au profit des territoires, ces outils sont de nature à, on va dire, transformer l'essai, à faire monter la mayonnaise, parce que l'IA va être un peu le fouet qui va agiter tous les ingrédients et permettre justement de développer une véritable conscience territoriale et une véritable action territoriale, mais avec d'autres moyens et peut-être plus modernes aujourd'hui. Alors tout le travail qu'on a engagé en fait autour de l'IA portait sur ça, c'était de démontrer à quel point l'IA pouvait être un élément, un outil à la main bien sûr des collectivités pour développer la qualité, l'efficience en fait de nos services publics, tout en ayant en tête qu'elle elle peut présenter aussi véritablement des risques. Et aujourd'hui, si les collectivités, certaines n'y vont pas encore ou ont peur finalement de cet outil, c'est parce que justement, il y a une vraie méconnaissance de ce que l'IA peut apporter et parce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de l'IA et des risques que ça peut vraiment présenter pour finalement la collectivité, mais surtout pour le citoyen. Sur les atouts, ce qu'on a essayé de démontrer et ce qu'on dit dans ce rapport, c'est qu'il y a un vrai sujet, un impact réel. Il peut y avoir un impact réel de l'IA sur, encore une fois, l'efficacité des services publics, ne serait-ce que la possibilité, par les téléprocédures qui sont développées maintenant depuis une bonne dizaine d'années, la possibilité de mettre du service à disposition en fait, des citoyens 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais avec le pendant, en tout cas cette peur de beaucoup aujourd'hui d'élus, de dire qu'il y a un risque de déshumanisation aussi là-dessus, à partir du moment où on ne maintient pas certains services publics physiques pour éviter encore une fois de perdre ce qui doit faire l'intérêt du service public. L'autre atout, c'est un atout en termes de coûts. On le voit, on parlait de smart tout à l'heure, mais le développement des smart cities, dans lesquelles on intègre aujourd'hui, on parlait d'eau, on parlait de déchets, etc., fait que on sait, de par l'intégration de l'intelligence artificielle dans certains services publics, que ça peut avoir un vrai intérêt, un vrai gain de coût, également en termes de main-d'œuvre. Quand je dis de main-d'œuvre, en tout cas de moyens humains. Pourquoi ? Parce qu'on le sait aujourd'hui, on a toute une série de moyens humains, de postes qui vont disparaître. Et j'ai plutôt envie de dire qu'ils vont plutôt muter. C'est-à-dire que les moyens humains vont être différents. On a, je prends un exemple qui est extrêmement parlant, celui de l'accueil. Ces agents d'accueil aujourd'hui que nous avons aujourd'hui sont amenés à disparaître, mais non pas pour être remplacés par l'IA, mais surtout pour évoluer sur des postes à meilleure valeur ajoutée. Et je pense que vous allez l'évoquer quand vous allez parler de formation et de montée en puissance sur la formation. Donc voilà, c'est vraiment l'impact qu'il faut mesurer encore une fois sur nos services publics. C'est ça qu'on a essayé de démontrer, avec les limites que parfois cela peut avoir et cette nécessité d'appropriation par les élus, mais aussi par les citoyens, de ces nouveaux outils qui transforment véritablement notre quotidien. Alors bon, c'est très intéressant de voir justement que cette intelligence artificielle est en train d'innerver tous nos territoires, toutes nos activités, rentre partout, y compris chez nous, et c'est sans doute un des éléments d'avenir. Est-ce que vous, cher Président, vous voyez au travers de l'intelligence artificielle un changement de posture, une nouvelle approche au sein du territoire par rapport, par exemple, il y a 2 ans? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'en fait, nos stratégies territoriales ne sont pas liées aussi à des ruptures technologiques qui arrivent et qui peuvent éventuellement bouleverser nos modes d'action? Oui, je pense que ce qu'a dit Madame la sénatrice est à la fois pertinent et puis elle a tout dit de ce point de vue-là. Moi, je le verrais plutôt, intelligence artificielle, sur la problématique de la cybersécurité. Et c'est la problématique de la lance et du bouclier. C'est-à-dire qu'il est évident, et d'ailleurs il y a beaucoup d'études qui sont faites là, des sociétés sont en train de cybersécurité, j'en ai vu quelques-unes ici, sont en train de s'orienter d'une façon à marche forcée de ce point de vue-là. C'est clair que les attaques, grâce à l'intelligence artificielle,
prennent une accélération, une démultiplication absolument invraisemblable et une sophistication considérable pour précisément pouvoir tromper l'ennemi, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc c'est donc une menace extraordinairement importante qui est en train de se développer et à laquelle il faut en face développer, grâce à l'intelligence artificielle, des parades. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de sociétés de cybersécurité sont en train de développer des programmes, des méthodologies, des technologies extrêmement sophistiquées pour pouvoir automatiser un certain nombre de tâches qui, jusqu'à présent, étaient faites par les hommes, en quelque sorte, ou par des process beaucoup plus longs, et qui, là, pourront être démultipliés et permettront à la fois de détecter ce qui est anormal beaucoup plus facilement, et deuxièmement, pouvoir réagir, c'est-à-dire patcher beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement de ce point de vue-là. Et de ce point de vue, je vous parlais des vulnérabilités, mais aussi des faiblesses que nous pouvons avoir dans le territoire. Nous avons une faiblesse dans le département des Bouches-du-Rhône. Je l'ai dit souvent à la présidente de la métropole et présidente du département, puisqu'elle occupe les deux fonctions, Martine Vassal, tout comme je le dis à Renaud Muselier et aux élus, c'est que contrairement à d'autres cybercampus, notamment celui-ci, que j'admire, puisque nous avons beaucoup travaillé à l'époque à l'aider à se développer, et j'en parlais tout à l'heure avec Xavier Bertrand, à quel point ça a pris une ampleur considérable sous la présidence de la région, c'est que nous avons très peu de PME de cybersécurité. Nous en avons 2 ou 3 importantes, Superbe, Egeris, Black in Mail, etc. Mais elles nous en manquent. Et donc nous avons décidé de développer et d'attirer, d'avoir une politique d'attractivité importante. Nous avons un stand ici, autour de la région et du pôle Atlantis, qui est le pôle numérique, où il y a quelques petites entreprises extrêmement pertinentes, intéressantes, mais nous n'avons pas assez. Et nous n'avons pas assez, et donc nous allons lancer un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt, pour attirer ces entreprises, pour qu'elles viennent s'implanter chez nous, au niveau international et au niveau français, mais pas sur toutes les chaînes. Et nous avons privilégié 2 axes pour se développer. C'est d'une part l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de pouvoir développer des PME et attirer des startups qui se développent sur l'intelligence artificielle en matière de cybersécurité. Et sur un deuxième aspect qui est lui aussi tout aussi dangereux et aussi tout aussi porteur d'opportunités, c'est le quantique. Il est clair aujourd'hui que nous avons de plus en plus l'ordinateur quantique, il n'est pas très loin, ça dépend les optimistes ou les pessimistes, mais enfin c'est une question de quelques dizaines de mois, en quelque sorte, le problème de savoir combien de dizaines, mais en même temps, et derrière, on voit bien que toutes les parades de cybersécurité s'effondreront pour une grande partie. Et donc il faut d'ores et déjà, et c'est déjà le cas de certaines entreprises dans le quantique, imaginer ce que peut être la cybersécurité pour parer aux attaques quantiques. Et donc ce sera le deuxième axe que nous allons développer et que nous lancerons dans le courant de cette année. Et je pense que peut-être l'an prochain, on vous dira où on en est de ce point de vue-là. Merci beaucoup d'avoir évoqué justement cette dialectique entre l'IA et la cybersécurité, l'épée et le bouclier. Enfin, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a le côté positif, le côté négatif. Et ça me fait penser qu'effectivement, face à cette démultiplication des technologies, plus on aura de systèmes connectés, plus on va avoir de victimes potentielles. Et ces victimes potentielles, quand c'est un opérateur d'importance vitale, pour ceux qui connaissent, bien sûr, il n'y a pas à expliquer, mais les très 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 grandes entreprises, celles dont le destin pourrait impliquer, je dirais, la continuité de la vie de la nation, tout le monde sait qui c'est et tout le monde apporte immédiatement tous les secours nécessaires. C'est le plan Orsec, c'est l'ANSSI qui débarque, c'est tous les moyens qui sont mis en œuvre. En revanche, les toutes petites entreprises, les petites collectivités territoriales qui vont de plus en plus être branchées, elles le sont déjà largement, mais peut-être aussi avoir des moyens d'intelligence artificielle. Est-ce que ces petites entreprises, est-ce que ceux qui sont sur le terrain, qui disent au secours, est-ce qu'ils ont une réponse aujourd'hui? Est-ce qu'il faut qu'on la crée, qu'on l'améliore? Est-ce qu'il faut qu'on crée une sorte de mutualisation, de plateformisation du secours, j'allais dire, aux victimes, et surtout peut-être de la prévention?
Merci mon général, merci pour cette invitation. Vous savez que cette notion de territoire m'est chère, et puis la division de la proximité numérique que je dirige a le terme proximité, donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Peut-être rappeler que la gendarmerie, c'est 3000 points de vente, 3000 brigades de gendarmerie, donc qui couvrent tout le territoire. On partage la sécurité des Français avec bien sûr la police nationale, à peu près 50% chacun. Mais par contre, la spécificité de la gendarmerie, c'est d'être présent sur tous les territoires. On couvre 95% du territoire, 97% des communes sont sous le joug de la police, de la gendarmerie nationale, pardon. Donc on est présent et on connaît bien nos territoires. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir une réponse adaptée. Ça nous permet d'avoir un état de la menace à peu près clair, et d'essayer de proposer des solutions pour faire face à la menace cyber. Alors l'organisation de la gendarmerie, certes, je l'ai dit, 3000 brigades de gendarmerie, un peu plus d'ailleurs, c'est aussi une organisation en matière cyber. Dans chaque brigade de gendarmerie, vous avez plusieurs enquêteurs cyber, et puis par subsidiarité, c'est-à-dire dès l'instant où la complexité de l'enquête nécessite de monter en gamme et en compétences, eh bien, on s'adresse aux groupements de gendarmerie et aux départements et aux régions, et chaque fois avec des moyens supplémentaires, complémentaires, pour pouvoir faire face à cette menace. Alors, pour répondre peut-être à votre question plus précisément, quelle est notre offre de service? Comment on peut aider localement alors déjà les citoyens, parce qu'effectivement pour nous c'est important, les citoyens, c'est pas que l'entreprise, c'est pas que la collectivité territoriale. Donc on aide déjà les citoyens. Alors on essaye d'être avant, pendant et après la crise, avoir des réponses adaptées. Bien sûr notre cible c'est aussi les TPE-PME qui couvrent tous nos territoires. Là aussi, la menace est grande et puis le travail est important. Et je pense que, pour reprendre tout ce qui a été dit, le partenariat public-privé est important. On ne pourra pas tout faire seul, même si, encore une fois, la gendarmerie a un maillage important. On ne pourra pas traiter toutes ces menaces. Et puis les collectivités territoriales, évidemment. Donc notre offre de service, c'est déjà, vous pouvez, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle collectivité peut contacter la gendarmerie, aller voir sa brigade de gendarmerie et puis demander un diagnostic. Un diagnostic, c'est quoi? C'est tout simplement faire un état de la maturité de votre organisation. Et je vous prie de croire que parfois on part de loin, on apprend à se faire peur aussi hein, dans nos territoires. Et il y a du travail pour tout le monde, encore une fois, public-privé. Donc on fait un état de la menace et puis on essaye de pointer du doigt les difficultés que les structures pourraient avoir en cas de crise. On apprend aussi à gérer la crise. Vous pouvez d'ailleurs sur le site du COM-CyberMI, du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, aller voir un MOOC de gestion de crise. Donc on aide aussi, on prépare à la crise. Alors bien sûr, les grands groupes, on en a parlé, savent déjà, ils ont toutes les structures nécessaires, adaptées pour gérer une crise, mais je vous prie de croire, ce n'est pas du tout le cas dans bien sûr les collectivités et dans les TPE-PME. Et puis c'est le 17 cyber. Alors on répond au numérique par le numérique évidemment, parce que là aussi il faut une offre de service pour tous les citoyens. Vous pourrez passer sur le stand de la gendarmerie et on vous fera une démonstration du 17 cyber. C'est quoi? On voudrait que le réflexe soit le même que pour le 17. Il y a un problème cyber, eh bien on fait 17cyber.gouv.fr, outil développé en partenariat avec cybermalveillance.gouv.fr. et le ministère de l'Intérieur, qui permet d'aider, là encore une fois, les entreprises, les particuliers. On vous accompagne sur la crise, on vous fait un diagnostic en ligne, et puis surtout, on vous permet d'être en relation avec un policier, avec un gendarme, directement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors par chat aujourd'hui, mais c'est un vrai gendarme, c'est pas un bot, c'est pas de l'IA, qui prend en compte votre difficulté et qui essaye de vous accompagner et puis de vous orienter vers la bonne structure pour essayer de prendre en compte vos difficultés. Ben merci. Moi, je crois vraiment qu'il faut se mettre à la place des gens sur le terrain. Et on leur vole leur voiture, ils ont immédiatement le réflexe, je vais voir la gendarmerie, je vais voir la police. Ils ont une cyberattaque,
je fais quoi? Qui va venir m'aider? Donc l'aide, elle est, vous l'avez dit, ça peut être une aide, c'est pas forcément une cyberattaque d'ailleurs, hein, ça peut être un problème technique, et la cybermalveillance va dire, ben, vous avez un problème technique, je vous envoie des référents, encore faut-il savoir où ils sont, et c'est important, c'est que toutes ces personnes qui sont là pour apporter une réponse sur le terrain se connaissent, se rassemblent, se regroupent, parlent ensemble, échangent, et je pense qu'il faut qu'on arrive à des plateformisations. Notre forum Unicyber des territoires, c'est un peu ça. C'est rassembler des gens qui se croisent dans la rue, sans savoir pourtant qu'ils ont chacun une part de responsabilité dans l'équilibre cyber de leur territoire. Et donc, c'est là où justement la coopération publique-privée est importante. Et bien sûr, sur l'enquête, on attend les enquêteurs quand il y a un problème. C'est surtout en amont, dans la proximité, la prévention, expliquer des choses simples. Parfois, la cybersécurité repose sur l'hygiène informatique, comme on dit, des actes simples qui ne sont pas coûteux. Quand on parle de nos territoires, on a regardé tout à l'heure les cartes avec les NIG, on avait les formations, mais avec la communauté urbaine, on a aussi des formations. On a l'Université de Bourgogne, et si vous allez au Hub Go, pardon, ce bâtiment tout à fait moderne, on y voit des robots, on y voit des acteurs de Polytech, justement, de l'Université de Bourgogne. À côté, il y a l'université, l'IUT, il y a d'autres formes d'enseignement. Tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir tous les grands discours, si on n'a pas les compétences, c'est pas la peine. Et ces compétences, en fait, il faut pratiquement avoir une réponse instantanée. Je me souviens d'une école d'ingénieurs qui s'était implantée à l'intérieur d'un incubateur à Dax. Elle existe toujours. Vous avez toutes les startups, toutes les entreprises, et au milieu, l'école d'ingénieurs. Et pratiquement, le prof, il fait son cours, le chef d'entreprise rentre et dit « Bon, moi j'ai besoin de ça maintenant. Bon, ok, fermez vos cahiers, si je puis dire, ouvrez un autre cahier, on va partir sur ce besoin instantané au profit des entreprises vraiment locales. » Donc vous voyez, il y a cette réponse entre la formation et le besoin. Et cette réponse entre formation et besoin, l'ENIC bien sûr, mais peut-être d'abord Vincent de nous en parler. Comment vous intervenez pour apporter justement cette formation très ciblée en matière de cybersécurité? Bonjour à tous et ravi de participer à cette réflexion sur les cyberterritoires. Donc sur la partie formation, donc en fait vos différentes interventions, elles ont vraiment souligné les enjeux de proximité, de compétences humaines, et souvent on dit souvent qu'une des premières vulnérabilités c'est le manque de compétences humaines, et donc former c'est déjà sécurisé. Et donc on a été associé à la réflexion notamment autour du FIC du Creusot pour voir justement comment contribuer. Est venue l'idée relativement simple finalement d'apporter une contribution forte sur la formation localement. Et donc toute l'idée c'est d'être en proximité de tous ces acteurs locaux qui ont des besoins en compétences. Donc on parle des collectivités, des PME, des ETI. Gardons en tête que les surfaces d'attaque tendent à augmenter dans l'industrie, il y a beaucoup de digitalisation, il y a beaucoup d'enjeux nouveaux qui apparaissent, NIS 2 qui apparaît aussi également comme un besoin de monter en compétences pour beaucoup d'acteurs. Et donc le fait de déployer localement au plus près est une réponse extrêmement concrète et pragmatique, et qui vient, je pense, apporter une brique et participer à la plateforme. Donc très simplement, ce qu'on est en train de construire, c'est un centre local, donc un centre de formation cyber du territoire, avec une première expérimentation au Creusot. Et très simplement, encore une fois, c'est un centre local, des formateurs certifiés, donc une vraie décentralisation de la formation, parce que finalement, notre écosystème, il a tendance à être extrêmement centralisé. On en est nous-mêmes l'exemple, puisqu'on est basé en région parisienne, et donc c'est amener notre savoir-faire et ce type de formation de très haute qualité avec des formateurs certifiés en local, avec les acteurs du territoire. Et il y a un intérêt au-delà de ça qu'on va explorer dans cette expérimentation, c'est le fait aussi de créer une communauté d'intérêt
d'acteurs du public, du privé. Alors nous, on va s'adresser en priorité aux professionnels de l'IT. C'est eux qu'on veut faire monter en compétences, donc les RSSI, les DSI, mais aussi des experts de la cybersécurité, des experts, alors des administrateurs système par exemple, aussi des développeurs sur l'acquisition de compétences, on va dire de savoir-faire en offensif, en défensif, sur la conformité, la gestion de la sécurité au niveau de la gouvernance. Et donc, de créer en fait un groupe de professionnels qui ne se connaissent probablement pas et qui, au travers d'une formation, parce qu'on le vit tous les jours, finalement créent un lien et au-delà de la formation, eux-mêmes vont mieux se connaître et vont partager au-delà et monter comme ça. Voilà, ça participe, je pense, d'une montée en compétences du territoire avec ce type d'expérimentation. Voilà. Alors c'est intéressant parce que parfois dans les universités on forme des garçons, des filles, puis une fois qu'ils sont formés, ils partent ailleurs, parfois outre-Atlantique parce qu'ils sont mieux payés. Et tandis que là vous allez former des gens qui sont en place et qui vont créer un réseau. Ça me fait penser à l'IHEDN, en fait, quand on crée un réseau de sachants, notre majeur souveraineté numérique, cybersécurité, donc la Rachapaz fait partie. Donc, ça veut dire que c'est une formation qui va chercher des personnes de haut niveau. Quand on voit cela, on se dit, bon, tous ceux que vous allez former, ils restent sur place, ils se connaissent, ils ont pris l'habitude de parler ensemble et il y a sûrement des moments de convivialité qui se sont passés, donc ils vont renforcer encore cette solidarité. Et là, on commence, si vous voulez, progressivement à placer tous les rivets. Et ça, c'est important parce que la toile, si je puis dire, de la souveraineté locale, de la solidarité locale, le premier coup de vent, elle s'en va. Donc il faut rifter. Hein. Et rifter, c'est une bonne manière de le faire. Et vous, Lénigue, le PFL, il reste sur place ou ils vont en France, au Creusot? Disons que sur la façon dont vous avez amené le contexte, ça m'a fait penser à un mot, le transfert de technologie. Et effectivement, à l'EPFL, c'est ce que nous avons mis en place depuis très longtemps, de nombreuses années, avec vraiment cette mise en musique de ce qui va sortir des laboratoires pour pouvoir avoir cette mise sur le marché qui soit faite le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on sait très bien que si nous arrivons à faire gagner 24 mois, entre 6 mois et 24 mois, par exemple, pour un jeune projet, une start-up sur le marché, eh bien, c'est comme ça qu'on va réussir à la faire grandir, à faire devenir souvent une PME, malheureusement, pas des grands groupes, parce que parfois en Europe, le constat est aujourd'hui que les ambitions des entrepreneurs ne sont pas à la hauteur des ambitions asiatiques ou des ambitions des États-Unis, et nous travaillons sur le sujet. Mais c'est vraiment ce point de transfert de technologie avec la proximité, vraiment la proximité d'avoir le secteur privé à la maison. Et effectivement, j'ai un exemple concret sur ce point. Nous avons créé des écosystèmes dédiés verticalisés. Typiquement, dans la Trust Valley, nous avons un campus qui s'appelle Unlimit Trust. C'est un partenaire privé qui a investi environ 400 millions sur ce campus, dédié à l'économie de la confiance, dans lequel il y a une chaire cyber dédiée de l'EPFL, mais aussi les autres académiques de la région, et ce qui permet d'avoir un incubateur cofinancé par 3 acteurs, académiques, privés et département de l'économie, qui fait qu'aujourd'hui, le privé a tout de suite accès en fait, à ces jeunes pousses. Bon, là, je pense qu'on est convaincu qu'il faut vraiment des compétences et des compétences de proximité, formation de proximité, ajustées aux besoins. Pardonnez-moi si je fais une critique parfois vis-à-vis de certains, mais il est grand temps qu'on oublie les formations du 19e siècle et du 20e siècle pour passer aux formations du 21e. Et je pense que beaucoup de nos étudiants aujourd'hui apprennent ce qu'ils auraient dû faire il y a 15 ans ou 20 ans et non pas ce qu'on va faire dans 5 ans ou dans 10 ans. Enfin bon, c'est une remarque
remarque particulière. Monsieur le Président, est-ce que pour vous, le tissu universitaire, l'IUT, Polytech, toutes les autres formations est un tissu que vous sentez de nature à faire monter en quelque sorte le territoire en compétences? Et est-ce que vous sentez qu'il y a encore d'autres besoins de formation et peut-être même des besoins de formation, je ne vais pas dire de reconversion, mais de gens qui sont dans des métiers qui sont peut-être menacés par l'IA et qui pourraient tout à fait, avec une formation complémentaire, arriver sur les nouveaux métiers dont les territoires auront besoin? Ah oui, complètement. Complètement, on en a besoin. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, alors on a un IUT que vous avez cité qui est très bien coté au niveau national, qui forme des techniciens supérieurs. Et en discutant avec les chefs d'entreprise là-bas, il y a quelques années de cela, ils me disaient, ils sont très bien formés, ces techniciens supérieurs, mais il leur manque quelque chose qui, de plus en plus, aide dans nos entreprises, c'est la maîtrise du numérique. Vous voyez, sans parler d'intelligence artificielle. Simplement la maîtrise du numérique. Ils avaient complètement laissé un petit peu de côté cet aspect numérique et n'ayant pas vu que les industries qui étaient là-bas, elles, se tournaient de plus en plus vers le numérique. Donc il a fallu monter en compétence ces techniciens pour qu'ils s'accaparent complètement et qu'ils intègrent le numérique. Aujourd'hui, c'est fait. Sur l'intelligence artificielle, on est sur les mêmes sujets. Et la cybersécurité, bien entendu. Et nous avons besoin de formation. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de travailler sur ce sujet-là, à l'occasion notamment qui va être le lancement du premier forum des territoires, parce que l'objectif pour nous aujourd'hui, avec mes équipes, c'est vraiment que nous ayons un centre de formation, comme nous en avons d'autres. Hein. Nous formons, je l'ai dit, à l'IUT, nous formons des soudeurs, des chaudronniers, etc., parce qu'il faut produire avec un centre de formation également. Nous formons des ingénieurs avec Polytech et les écoles d'ingénieurs là-bas, mais nous avons besoin aujourd'hui d'un centre de formation comme celui-là qui réponde aux attentes, bien entendu, de cette montée en compétences des entreprises, quelle que soit leur taille et leur dimension d'ailleurs, et puis de nos personnels également, y compris dans les collectivités, parce que nous avons besoin de cette montée en compétences en matière de cybersécurité. C'est fondamental. Nous en avons un besoin vital, bien entendu, et on sent qu'il y a une demande et une attente même de dire s'il y a ce centre de formation, pour nous c'est sécurisant. Et donc, on va monter en compétence sur ce sujet-là. Merci. Olivier il a raison, peut-être Vincent Poulbert après. Oui, là, de ce point de vue-là, nous avons au sein du département des Bouches-du-Rhône et de Marseille, d'Aix-en-Provence, une irrigation importante, déjà existante, d'instituts publics ou d'instituts privés. Je pense à EPITA, je pense à Epitech, qui sont présents à Marseille, à des entreprises issues des écoles centrales qui sont également à Marseille sur des spécificités de cybersécurité. La semaine prochaine va être inaugurée une nouvelle école spécialisée sur la cybersécurité qui s'appelle la plateforme. Il y en a une autre encore plus grande qui est en gestation. Et nous avons également pris l'initiative au campus avec son délégué général, Clément Roussy, un ancien de CEIS, bon sang ne saurait mentir. Nous avons développé l'idée d'avoir aussi une vision stratégique. Et donc nous sommes en train de lier un partenariat avec l'Institut d'études politiques d'Aix, en Provence, qui est très inséré dans la problématique de défense et d'industrie également de défense à Aix. Et donc nous allons générer probablement, sinon un master, en tout cas un développement très spécifique autour de la cybersécurité. Et également aussi, nous allons commencer pour parler avec l'Université de droit d'Aix-en-Provence, qui est l'une des plus réputées, parce qu'il y a tout l'aspect juridique sur la cybersécurité qui n'est pas simplement un aspect public, mais aussi un aspect privé. Et donc là, il y a aussi la nécessité de savoir comment se défendre, comment se protéger, comment protéger les IP, etc., de ce point de vue-là. Donc de ce point de vue-là, on a un peu de chance, on peut le développer. Mais j'ai été très impressionné, je parlais tout à l'heure avec
l'ENIG de ce qu'ils font en Suisse, de ce point de vue-là, dans les différents schémas, est tellement passionné que nous avons envoyé, c'est aussi une des vertus de votre débat d'aujourd'hui, nous avons demandé s'ils pouvaient nous faire un stage de 2 jours ou 3 où nous allons comprendre tout ce qu'ils font pour essayer de nous en inspirer. Parce que nous sommes jeunes, hein, nous sommes nés au mois de novembre, donc vous voyez, nous sommes encore dans l'ère de l'apprentissage, mais en même temps, on sait reconnaître frontalier, puisque nous sommes un peu frontaliers au travers les Alpes, se faire. Et de ce point de vue, d'ailleurs, une idée est née aussi de ce que nous allons commencer à proposer et à développer avec Renaud Muselier. C'est le fait que, comme vous le savez, les prochains Olympiques d'hiver vont se dérouler dans les 2 régions, Rhône-Alpes et Provence-Côte d'Azur, à travers ces départements des Hautes-Alpes chez nous, des Alpes-Maritimes. Et donc là aussi, il va y avoir des enjeux de cybersécurité. On l'a bien vu pendant les Jeux Olympiques, où il y a eu de nombreuses attaques. Donc on est en train d'essayer de proposer des axes de réflexion, des axes de développement, des axes également de formation sur ces sujets de cybersécurité dans le cadre de tout cet environnement considérable, plusieurs milliards d'euros d'investissements qui vont être faits et également d'épreuves qui vont se dérouler pendant une période où, par définition, on est assez vulnérable. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je voulais rebondir sur la reconversion. En fait, c'est une thématique complémentaire. J'évoquais tout à l'heure l'acquisition de compétences pour des gens qui sont déjà dans l'IT ou dans la cyber, pour l'acquisition de nouvelles certifications. Donc ça, c'est la formation continue, des formations plutôt courtes, avec potentiellement plusieurs sessions. Et la reconversion professionnelle, je pense que c'est un axe ultra important et le vrai levier pour vraiment grandir l'armée de la cyber, pour avoir plus de bras et de cerveau en cyber. Donc avec des personnes qui vont se reconvertir d'autres métiers, d'un métier à un autre. Aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives. Et je pense que le passage à l'échelle de la reconversion professionnelle vers la cyber, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc, j'invite tous les acteurs à pousser en ce sens-là. Nous, on a une expérimentation avec le groupe La Poste. On a formé des postiers avec une compétence IT initiale vers des métiers du pentest et du SOC dans une formation diplômante de 8 mois. Donc c'est de la formation longue, mais avec un diplôme d'État à la fin. On a été en partenariat avec une école pour le faire, une école cyber. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est très complémentaire et je pense qu'on pourrait multiplier les initiatives en ce sens aussi. Madame la sénatrice, tous ces développements, vus avec vos fonctions nationales, mais en même temps projetés sur le Pas-de-Calais. Comment voyez-vous les questions qui étaient soulevées? Est-ce que vous les sentez proches de la réalité quotidienne que vous vivez? Et est-ce que ça vous inspire peut-être de faire évoluer le débat à la Haute Assemblée, dont on sait que c'est un endroit où on peut raisonner quand même sur le temps long, avec une certaine, comment dirais-je, d'une manière un peu paisible, sans être interrompu par des vociférations toutes les 30 secondes. Je confirme. Pardon? Vous dites dissolution. Oui. Pardonnez-moi, je parle d'un ancien député qui va me trouver que je suis trop sévère. C'est qu'elle peut être dissoute, donc elle a le temps de réfléchir. Voilà. Exactement. Donc je confirme en tout cas le ton complètement opportun, favorable à penser sur le long terme. J'écoutais les uns les autres sur ces transformations, encore une fois, qui viennent des territoires. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui, pour ma part, est prégnant dans tout ce qui est en train de dire, c'est le risque de fracture territoriale aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chaque territoire évolue avec du public, du privé, souvent à l'initiative d'ailleurs de politique, parce que c'est ça aussi qui emporte parfois la mise en place de dynamiques ou d'écosystèmes. On l'a entendu, c'était une excellente en tout cas démonstration que vous avez faite. Il n'en reste pas moins que, encore une fois, à partir du moment où le changement, la transformation vient des territoires, ça veut dire qu'il peut y avoir des territoires qui avancent plus que d'autres. Et ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel on a été extrêmement sensibilisés, plus que ça qu'on met sur la table aujourd'hui, d'ailleurs au Sénat, c'est de faire en sorte d'emmener justement tous les acteurs
également particulièrement les collectivités territoriales qui n'ont pas encore complètement intégré ce risque cyber, mais surtout cette transformation, encore une fois, numérique dans laquelle on est, mais qui ne l'ont pas appréhendé de la même façon. Dans les territoires très ruraux, dans les petites communes rurales, dans des métropoles, les projets engagés ne sont pas les mêmes, et donc la maturité, l'entraînement, comment dire, la prévention qu'on doit avoir sur ces sujets-là n'en est pas au même, et c'est pour ça qu'on a au même niveau. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie, je pense, dynamique collective qu'il faut engager. Vous disiez très clairement tout à l'heure, il faut qu'on aille aussi, je crois que c'est vous, hein, vers le public, en tout cas vers les collectivités. Les collectivités doivent aussi venir à nous. Et c'est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet enjeu, encore une fois, de fracture territoriale qu'il faut véritablement éviter pour, encore une fois, être fort face à ces menaces qui sont véritablement quotidiennes. Il y a ce sujet-là, et puis le deuxième sujet, c'est celui de la donnée, qui n'a pas été abordé, qui est complètement intégré pour nous, mais qui est aussi un vrai sujet, un enjeu de lutte contre, en tout cas de lutte ou de travail pour aller vers cette sécurité, cette cybersécurité. Et pareillement, ce manque aujourd'hui de compréhension de l'intérêt de la collecte de la donnée, c'est de faire comprendre aujourd'hui que les collectivités n'ont jamais autant produit, collectivités, les acteurs publics et privés n'ont jamais autant produit de données qu'aujourd'hui. Nous, citoyens, nous produisons de la donnée, je sais pas mon téléphone, mais au quotidien. Et je pense véritablement qu'on a ce sujet-là à mettre sur la table, sur lequel il va falloir, et vous parliez de sujets qu'on doit mettre sur la table au niveau du Sénat, alors peut-être pas au niveau législatif, au niveau national, c'est plutôt, en tout cas au niveau européen que c'est porté, mais nous, on a cet enjeu-là aussi de dire, attention, on produit de la donnée, il faut savoir la traiter, il faut savoir la protéger, et une collectivité qui, par exemple, achète une solution par un partenaire privé qui n'a pas conscience du fait qu'elle délègue la donnée, et donc c'est important que cette donnée, elle puisse continuer à avoir accès, sont des éléments que, oui, nous devons traiter, sur lesquels nous devons aller pour cet enjeu, encore une fois, de cybersécurité. Vous avez raison, Madame la Sénatrice, d'évoquer la question de la fracture numérique. Je rappelle quand même que depuis 2017, la couverture du territoire en fibre est assez exceptionnelle, même si elle n'est pas encore achevée. Et ça fait de la France un des territoires, un des pays les plus fibrés. Et donc, qui permet, même si on est un peu loin dans la campagne, d'accéder au très haut débit. Bon, mais c'est vrai que c'est une vraie question qui va se poser, parce que pardonnez-moi, moi qui suis à la fois un pied dans la zone urbaine et un pied en zone rurale, parfois mon pied dans la zone rurale a mal, parce que j'en ai assez d'entendre parler en permanence de la ville intelligente, comme s'il n'y avait pas des espaces ruraux intelligents. Vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une ville intelligente, mais il faut avoir aussi un discours sur les territoires ruraux. Parce qu'on le voit bien, nous, depuis le Covid notamment, la population est en train de basculer en zone rurale ou périphérique. Et c'est là où on voit avec David Marty, quand on voit la communauté urbaine du Creusot, qui est quand même assez urbaine, mais aussi rurale. Et les périphéries rurales, si quelque chose est en train de monter en puissance au niveau de la plateforme creusotine, à ce moment-là, on va voir tout un ensemble qui va en profiter. Et il y a des offres qui seront faites par les zones rurales au profit du Creusot, notamment peut-être en besoin d'hébergement, parce que tout le monde ne va pas vouloir habiter au Creusot. Et tout ça, ça va être une sorte de synergie. Encore faut-il que tout ça soit bien équilibré, vous voyez. Et si vous pouvez réintroduire un peu le mot rural, mais dans son bon sens du terme, hein, dans ces territoires de bon sens, hein, dans le discours politique, ben, je peux vous dire que vous avez plus de 50% de la population qui vont enfin comprendre ce que l'on dit dans les hémicycles. Pardonnez-moi, mais c'est un peu mon cri du cœur. Hein. Bon. Monsieur le Président. Alors, je pense que la population comprend très bien ce qui se dit dans les hémicycles. Peut-être qu'elle n'est pas toujours d'accord avec ce qui se dit dans les hémicycles, mais elle le comprend très bien. Nous avons dans le département des Bouches-du-Rhône, la ruralité est naturellement importante, mais elle est tellement connectée que c'est pas notre souci immédiat, c'est un peu plus au niveau de la région Provence-Côte d'Azur. En revanche, nous avons des voisins qui sont les voisins d'en face de la Méditerranée, Euro-Méditerranée, pourquoi nous l'avons appelé mytho. Et donc nous sommes en train aussi de réfléchir à des développements de relations plus importantes
avec nos voisins d'en face, pas simplement latéraux, que ce soit l'Espagne ou l'Italie ou la Suisse, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée, à la fois la porte ouverte à travers les pays Algérie, Tunisie, Mauritanie et Maroc, mais également au niveau africain. Nous avons beaucoup développé ces points avec la région et ce que fait Renaud Muselier au travers une idée qui s'appelle la Méditerranée du futur. Et nous avons développé de ce point de vue-là aussi un club des investisseurs de la Méditerranée du futur qui réunit régulièrement tous les investisseurs qui vont jusqu'au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Afrique, qui veulent voir ce qui peut se passer, qui peut être développé en termes de développement économique, de projets, etc., et notamment en matière de cyber. Et donc nous avons l'intention d'aller sur ce point-là et en 2026 de créer un forum euro-méditerranéen sur la cybersécurité à travers des relations que nous sommes en train d'établir avec certains des pays, dont certains seront les témoins et les invités d'honneur en quelque sorte. Et là aussi, il y a un développement économique considérable à faire, parce que notre sécurité, c'est que ces pays soient aussi en sécurité. Et on le voit bien aujourd'hui, là on fait de la géopolitique, mais on va rester dans la neutralité chère à nos amis suisses sur ce qui se passe de l'autre côté de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi de plus en plus chez nous, c'est-à-dire des ingérences extrêmement fortes. Donc nous avons intérêt à aider à ce que ces ingérences soient repérées, qu'elles soient combattues, qu'elles soient patchées, qui ne sont pas simplement des ingérences politiques ou stratégiques, mais aussi des ingérences économiques qui nous mettent en déficit, parce que notre rapport, il est du commerce. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas que les taxes douanières qui peuvent constituer des freins. Il y a aussi le fait que l'on puisse avoir des partenaires qui ne sont pas de confiance, parce qu'ils ont été, en quelque sorte, hackés, directement ou indirectement. Donc ce mélange, cette pédagogie, nous essayons de la faire, nous la ferons en 2026 à Marseille. Eh bien, écoutez, merci. L'heure avance et nous sommes arrivés bientôt au terme de notre table ronde. Moi, j'ai regardé quelle était l'histoire de la Silicon Valley. Silicon Valley, au début, c'est quelques entreprises un peu spécialisées dans les télécommunications. Bon, on a du nucléaire, c'est quand même important. L'université Stanford. On a l'université de Bourgogne. Il y a une volonté politique. Je pense qu'il y a une volonté politique. Il y a un territoire cohérent. San José et San Francisco, c'est grosso modo Dijon, le Creusot. Bon, donc les ingrédients sont réunis. Monsieur le Président, on peut dire qu'aujourd'hui est née la Silicon Valley de la Bourgogne. On peut le dire, en général. Vous avez bien raison, on peut le dire et on va continuer d'y travailler. Et d'ailleurs, on crée des ponts aussi beaucoup pour cela. Là, tout récemment, nous sommes, avec mes équipes, en grande discussion avec Boston, puisque, voilà, à Boston, il s'est passé énormément de choses et nous sommes dans des échanges où on peut s'amener et s'apporter les uns les autres. Mais pour nous, Boston est un bel exemple de ce qui peut se passer sur un territoire comme le nôtre, avec toutes les spécificités que vous avez données et les caractéristiques de ce territoire. Donc on peut dire que la Silicon Valley à la française, elle est née. Nous sommes tous convaincus que ce table ronde aurait pu durer encore plusieurs heures, tellement le sujet est passionnant. Et tant on va couvrir un nombre considérable de sujets qui sont liés les uns aux autres. Pas de formation, pas d'innovation, pas de cybersécurité, pas d'innovation, pas d'attractivité. Bref, tout cela c'est lié. Chers amis, merci d'avoir accepter ce tour de table, parfois, alors je veux dire à la fois construit, mais vous savez, c'est comme dans un bon repas, il y a un menu, puis à la fin, on apporte le plateau avec une petite milliardise et on pioche dedans. Et ben, c'est un petit peu cela, l'esprit de cette table ronde. Merci Madame la Sénatrice, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le CEO, merci Madame la Directrice, merci Monsieur le haut responsable de la proximité, et merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi notre atelier en espérant que vous allez repartir en disant oui, il y a quelque chose à faire sur nos territoires, et si vous êtes dans les zones rurales, eh bien le rural peut peut-être être l'avenir de l'humanité, à condition bien sûr qu'il soit connecté et à condition que
liés sur le territoire. Vous avez parlé tout à l'heure du vin. Ben, je peux vous dire que l'intelligence artificielle et la vigne, c'est quelque chose. Simplement, nous, en Bourgogne, on ne parle pas du vin, on le boit. Bon, à consommer avec modération, on va dire, c'est que je fais de la publicité pour l'alcool. Chers amis, merci. Applaudissez nos intervenants.